Mon ex-femme a ri, sans moi, tu n'es rien. Elle m'a traité d'échec. Alors, je l'ai invitée à prendre le thé. Lorsqu'elle a vu ma maison, elle a chuchoté, cela ne peut pas être. Ceci est à toi. Je ne me rendais pas compte à quel point le silence pouvait être bruyant jusqu'au moment où mon ex-femme a ri et que tous les autres ont suivi son exemple. Cela s'est produit au milieu d'une pièce bondée à Lyon, sous des lumières jaunes et douces, avec des assiettes en carton en équilibre sur les genoux et le téléphone de quelqu'un qui enregistrait depuis le coin de la pièce. Elle a incliné la tête, a souri de la manière dont elle le faisait toujours lorsqu'elle pensait être spirituelle et a dit, sans moi, tu n'es rien. Les gens ont gloussé. Quelqu'un a toussé. Je n'ai rien dit. 2 semaines plus tard, je l'ai invitée à prendre le thé. Et lorsqu'elle a franchi le portail de ma maison, ses mains ont commencé à trembler si fort qu'elle a failli faire tomber son téléphone. Je m'appelle Étienne Collin. J'ai 52 ans. Et il y a 6 mois, mon ex-femme a décidé publiquement de rappeler à tout le monde qui elle croyait que j'étais. C'était la fête de remise des diplômes de ma fille Agathe, organisée dans le jardin de la maison de Valérie, la maison qu'elle a gardée après le divorce. Il y avait environ 30 personnes, la famille, des amis et quelques camarades de classe d'Agathe. Des guirlandes lumineuses étaient suspendues entre la clôture et la pergola, et quelqu'un avait installé une enceinte Bluetooth diffusant une musique pop douce qui s'effaçait derrière le bruit de fond une fois que les conversations prenaient le dessus. Je suis arrivé tôt, comme je le fais toujours. Une vieille habitude. J'ai apporté un cadeau simple pour Agathe et une bouteille d'eau pétillante pour moi-même. J'avais appris au fil des années que rester lucide en présence de Valérie était une forme d'autodéfense. Au début, tout allait bien. Des sourires polis, une conversation légère. Valérie jouait l'hôtesse gracieuse, flottant d'un groupe à l'autre avec une aisance travaillée. Elle riait fort, touchait le bras des gens quand elle parlait, et s'assurait que tout le monde sache à quel point elle était fière d'Agathe et combien elle s'était sacrifiée pour l'amener là. Je me tenais à l'écart près du patio, écoutant plus que je ne parlais. Cela ne me dérangeait pas, j'ai toujours été plus à l'aise à observer qu'à me mettre en scène. Le moment est venu après le toast. Quelqu'un, un des cousins de Valérie je crois, a levé son verre et a félicité Agathe. Les compliments ont circulé dans le groupe, travail acharné, avenir brillant, tellement de potentiel. Puis Valérie a pris le verre de sa main et s'est raclé la gorge. Elle a parlé de la maternité célibataire, du fait de tout faire seule, d'être à la fois mère et père. Les gens ont hoché la tête avec sympathie. J'ai remarqué Agathe jeter un coup d'œil dans ma direction une fois, puis détourner les yeux. Alors Valérie m'a souri. Eh bien, a-t-elle dit en se tournant légèrement pour que le cercle s'ouvre juste assez pour m'inclure, nous savons tous que tout le monde ne retombe pas sur ses pieds après un divorce. Quelques personnes ont ri, incertaines. Elle a continué, certaines personnes ont besoin d'aide, d'une direction. Sans cela, elles dérivent simplement. Ses yeux sont restés fixés sur les miens. Sans moi, a-t-elle ajouté légèrement, Étienne ne serait rien. C'est alors que la pièce est devenue silencieuse d'une manière très spécifique, de la façon dont elle le devient quand les gens ne savent pas s'ils viennent d'être témoins d'une plaisanterie ou d'une méchanceté. J'ai senti une douzaine de paires d'yeux glisser vers moi, attendant de voir comment j'allais répondre. Valérie n'avait pas fini. Elle a gloussé et a dit, je veux dire, soyons honnêtes. Il n'a jamais pu s'en sortir seul. Un homme gentil, certes, mais un échec en ce qui concerne la vraie vie. Un échec. Le mot est resté entre nous comme une assiette cassée que personne ne cherchait à ramasser. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne me suis pas défendu. Je n'ai pas cherché de secours auprès d'Agathe ou de quelqu'un d'autre. J'ai simplement hoché la tête une fois, j'ai pris une lente gorgée de mon eau et j'ai laissé passer le moment. Valérie a pris mon silence pour une confirmation. Plus tard, alors que les gens retournaient à leur conversation, elle s'est penchée vers l'une de ses amies et a dit assez fort pour que je puisse l'entendre, tu vois ? Il sait que c'est vrai. Je suis parti peu de temps après. J'ai serré Agathe dans mes bras, je lui ai dit que j'étais fier d'elle et j'ai marché vers ma voiture sans regarder en arrière. Cette nuit-là, je me suis assis seul dans mon appartement, celui que Valérie aimait décrire aux gens comme triste mais gérable. C'était calme, à l'exception du ronronnement du réfrigérateur et du tic-tac de l'horloge au-dessus de l'évier. Je me suis préparé une tasse de thé et je me suis tenu près de la fenêtre, regardant les phares bouger le long de la rue en bas. Valérie racontait cette histoire depuis des années, l'histoire où elle était la raison pour laquelle tout ce qui était bon arrivait, l'histoire où j'étais l'exemple à ne pas suivre.
Après le divorce, j'avais laissé faire. J'avais pris un logement plus petit, je conduisais une voiture plus ancienne, je me concentrais sur le travail, je payais mes factures à temps et j'étais présent quand Agathe avait besoin de moi. Je n'ai pas corrigé Valérie lorsqu'elle insinuait que je galérais. Je n'ai pas discuté lorsqu'elle disait aux gens qu'elle m'aidait, même si elle ne l'avait jamais fait. Une partie de moi pensait que le silence était le choix de la maturité, une autre partie de moi était simplement fatiguée. Mais debout dans ce jardin, en l'entendant me traiter d'échec à haute voix, quelque chose a basculé. Pas de la colère, mais de la clarté. J'ai réalisé à ce moment-là qu'affronter Valérie directement ne ferait que lui donner ce qu'elle voulait, de l'attention, du drame et une autre occasion de contrôler le récit. Elle était excellente pour cela. Elle l'avait toujours été. Si je discutais, elle pleurait. Si j'expliquais, elle m'interrompait. Si j'apportais des faits, elle m'accusait de réécrire l'histoire. Alors, je n'ai rien fait de tout cela. Au lieu de cela, je suis rentré chez moi, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai consulté un tableur auquel je n'avais pas touché depuis des années, revenus, épargne, investissement en euros, calendrier. Je n'ai pas intitulé la dernière colonne vengeance. Je l'ai intitulé sortie. Pendant des mois, rien n'a changé en apparence. Je suis allé travailler. J'ai cuisiné des repas simples. J'ai ignoré les SMS occasionnels de Valérie qui disaient des choses comme « Agathe s'inquiète pour toi » ou « Tu sais, tu peux demander de l'aide, n'est-ce pas ?» J'ai arrêté de la corriger. J'ai arrêté de réagir tout court. Et puis, 2 semaines après la fête de remise des diplômes, je lui ai envoyé un message « Bonjour, Valérie. J'ai déménagé récemment. J'aimerais t'inviter à prendre le thé juste pour prendre des nouvelles. » Elle a répondu presque immédiatement « C'est inattendu. Où habites-tu maintenant ?» Je lui ai envoyé l'adresse. Aucune explication, aucun emoji. Il y a eu une pause plus longue que d'habitude. Puis, d'accord, samedi à 14h. Samedi à 14h, ai-je répondu. Le matin de son arrivée, je me suis réveillé tôt, non pas parce que j'étais nerveux, mais parce que je voulais que la maison soit calme avant qu'elle ne le soit plus. J'ai infusé du thé et j'ai posé 2 tasses sur la table de la cuisine. J'ai ouvert les stores et j'ai laissé la lumière de l'après-midi se répandre sur les planchers en bois franc. À l'extérieur, le vent bougeait doucement à travers les arbres bordant l'allée, et quelque part au loin, une tondeuse à gazon vrombissait. À 14h03, j'ai entendu des pneus crisser sur le gravier. Je me suis tenu près de la porte d'entrée alors que Valérie sortait de sa voiture. Elle s'est arrêtée au portail, fronçant légèrement les sourcils comme quelqu'un qui sait que quelque chose ne va pas mais qui n'a pas encore compris quoi. Elle a fait un pas en avant, puis un autre, et puis elle s'est arrêtée complètement. Ses yeux ont parcouru la clôture, la façade de la maison, remontant vers les fenêtres et à travers le jardin. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est fermée. Elle a cherché son téléphone. Ses mains tremblaient. Et c'est à ce moment-là que j'ai su que l'histoire qu'elle racontait sur moi était sur le point de s'effondrer. Valérie est restée au portail plus longtemps que ce qui est raisonnable. Assez longtemps pour que, si quelqu'un l'avait regardée depuis une fenêtre, il aurait pu penser qu'elle était perdue, ou qu'elle hésitait, ou qu'elle était soudainement consciente qu'elle venait d'entrer dans une histoire qu'elle ne contrôlait plus. Je ne l'ai pas bousculée. Je l'ai regardée à travers la vitre alors qu'elle levait son téléphone, le rabaissait, puis montait enfin le chemin avec la confiance prudente de quelqu'un qui refuse d'avoir l'air surpris. Quand j'ai ouvert la porte, elle a souri, un sourire figé et pratiqué. « Waouh » a-t-elle dit, regardant derrière moi. « C'est joli. »« Entre » ai-je répondu, m'écartant pour la laisser passer. Elle a franchi le seuil lentement, ses talons claquant une fois, puis s'arrêtant. Ses yeux bougeaient de la manière dont le font ceux des gens qui cherchent des indices, les plaintes, les coins, les plafonds, cherchant des signes d'illusion. Une location, des meubles empruntés, une mise en scène temporaire. Il n'y en avait pas. La maison n'était pas extravagante, c'était intentionnel. Pas de colonne de marbre, pas de grand escalier, juste de l'espace, de la lumière, des lignes épurées et un calme qui ne demandait pas d'approbation. « C'est à toi » a-t-elle demandé, la voix légère, connaissant déjà la réponse. « Oui. » Elle a ri doucement. « C'est-à-dire que tu gardes la maison pour quelqu'un » Je n'ai pas répondu. Valérie a tourné sur elle-même dans un cercle lent, sa main effleurant l'îlot de cuisine. Elle a ouvert un placard, l'a refermé,
a marché vers la fenêtre et a regardé dehors. Son sourire n'est jamais tout à fait revenu. J'ai fait un geste vers la table. Du thé? Elle a hoché la tête distraitement et s'est assise, regardant toujours autour d'elle comme si les murs pouvaient me contredire si elle regardait assez longtemps. Alors que je versais le thé, j'ai senti quelque chose d'inattendu m'envahir, la paix. Parce que ce moment, ce dénouement précis et silencieux, avait été préparé pendant des années. Après le divorce, Valérie n'était pas seulement partie avec la maison, elle était partie avec l'histoire. L'histoire où elle avait été le pilier, le soutien, la personne responsable. Et je l'ai laissé faire. À l'époque, cela semblait plus facile. Nous nous étions séparés quand Agathe avait 12 ans. Elle était à cet âge où la stabilité importait plus que la vérité, et je ne voulais pas être celui qui bouleversait son monde juste pour protéger mon ego. Alors, quand Valérie disait aux gens qu'elle m'aidait à me remettre sur pied, je ne la corrigeais pas. Quand elle insinuait que je m'en sortais à peine, je souriais et changeais de sujet. Quand elle disait à Agathe, « Ton père est juste en train de trouver ses marques », je hochais la tête et ne disais rien. Le silence, me disais-je, était de la maturité. Mais le silence a une façon d'être détourné. Valérie a vite appris que si je ne parlais pas, elle pouvait parler pour moi. Elle disait à ses amis que j'avais eu des problèmes d'argent. Elle disait à la famille que je n'avais jamais été bon pour planifier. Elle disait à Agathe que j'étais fier mais sensible et qu'il ne fallait pas m'interroger sur ma situation. Je suis devenu la note de bas de page, le avant dans l'histoire édifiante du avant et après, l'homme qui prouvait à quel point elle avait été nécessaire. Pendant ce temps, ma vie réelle ne ressemblait en rien à la version qu'elle faisait circuler. J'habitais dans un appartement modeste, certes, mais il était payé à temps chaque mois. Je conduisais une vieille berline parce qu'elle fonctionnait de manière fiable et ne nécessitait pas de prêt. Je travaillais à plein temps et même plus. J'épargnais. Je suivais chaque dépense au centime près. Je ne dérivais pas, je bâtissais. Mais Valérie n'a jamais posé de questions. Elle ne voulait pas savoir comment j'allais, elle voulait savoir de quoi j'avais l'air et si elle pouvait continuer à paraître meilleure en comparaison. Il y avait des moments qui faisaient mal, comme la fois où Agathe a hésité avant de me demander si je viendrais à son tournoi de débat parce que, comme elle l'a formulé prudemment, maman a dit que tu pourrais être occupé avec des trucs. Ou l'après-midi où j'ai surpris Valérie disant à sa sœur au téléphone, il est toujours locataire. C'est un peu triste, honnêtement. Je me tenais dans ma cuisine ce jour-là, le téléphone pressé contre l'oreille, écoutant le ronronnement du réfrigérateur, et je me demandais comment quelqu'un pouvait être si à l'aise pour réduire l'existence entière d'une autre personne à une surface habitable. Je ne l'ai pas affronté à ce moment-là, car la confrontation offre une scène au menteur. Au lieu de cela, j'ai été attentif. J'ai remarqué des schémas, des dates et des commentaires impromptus qui ne concordaient pas. Je me suis souvenu de choses du divorce qui m'avaient semblé précipitées, des documents que j'avais signés parce que j'avais confiance dans le processus, des explications qui avaient été vagues mais rassurantes. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour cette partie, avait dit Valérie plus d'une fois. Je m'en suis déjà occupé. Occupé comment? Cette question est restée en moi, silencieuse mais persistante, comme un caillou dans une chaussure que l'on ne peut ignorer éternellement. La nuit après la fête de remise des diplômes, je me suis assis à ma table de cuisine avec mon ordinateur portable ouvert et un bloc-notes jaune à côté. Je n'ai rien écrit de dramatique, aucune accusation, aucun plan de vengeance, juste des faits, revenus, dépenses, épargne, compte. J'ai listé ce que je savais et ce que je ne savais pas. Et pour la première fois, je me suis permis d'envisager une possibilité que j'avais évitée pendant des années, et si Valérie n'avait pas seulement utilisé la parole pour paraître meilleure? Et si elle avait déplacé des choses discrètement, délibérément, pour que l'histoire soit toujours en sa faveur? Cette pensée ne m'a pas mis en colère. Elle m'a rendu prudent. Au cours des semaines suivantes, j'ai parlé encore moins que d'habitude. J'ai arrêté de corriger quiconque répétait la version de Valérie sur ma vie. J'ai arrêté de m'expliquer complètement. Au lieu de cela, je me suis concentré sur deux choses, le travail et l'épreuve. Car un jour, que Valérie l'ait voulu ou non, la vérité aurait besoin de quelque chose de solide sur lequel s'appuyer. Et quand ce jour viendrait, je ne voulais pas de bruit. Je voulais du papier. Valérie a levé sa tasse de thé, ses mains étant maintenant plus stables qu'elles ne l'avaient été au portail. Elle a pris une gorgée, les yeux parcourant toujours la pièce. Alors, a-t-elle dit nonchalamment, depuis combien de temps es-tu ici?
J'ai rencontré son regard. Depuis assez longtemps, ai-je dit. Elle a souri à nouveau, mais cette fois, cela n'a pas atteint ses yeux. Et pour la première fois depuis notre divorce, j'ai réalisé quelque chose d'important, elle n'était pas ici pour prendre des nouvelles. Elle était ici pour recalibrer. Et cela signifiait que l'histoire qu'elle racontait n'était plus en sécurité. Valérie a posé sa tasse sans finir son thé. Je l'ai remarqué parce que cela avait toujours été son signe. Lorsqu'elle était à l'aise, elle s'attardait, lorsqu'elle se sentait acculée, elle trouvait des raisons de ne pas rester. Elle a regardé sa montre, puis son téléphone, puis elle s'est tournée vers moi avec un sourire qui s'efforçait de paraître décontracté. « Tu n'as pas répondu à ma question », a-t-elle dit. « Depuis combien de temps habites-tu ici ?»« Depuis assez longtemps », ai-je répété. Elle a ri légèrement, comme si je la taquinais. « Tu fais toujours cela. Tu fais en sorte que tout paraisse mystérieux. » Puis, après un silence, je ne savais pas que tu étais en position d'acheter. C'était là. Pas de la curiosité, mais une évaluation. J'ai travaillé, ai-je dit. J'ai épargné. Valérie a hoché la tête, mais je pouvais la voir calculer, le même regard qu'elle avait lorsqu'elle décidait comment formuler une histoire pour qu'elle produise l'effet voulu. Je ne lui ai rien donné d'autre sur quoi travailler. Quelques minutes plus tard, elle s'est levée. Eh bien, c'était inattendu. Elle a lissé sa veste et a pris son sac à main. Je devrais y aller. Je l'ai accompagnée à la porte. Elle s'est arrêtée une fois de plus dans l'entrée, jetant un coup d'œil au salon, puis m'a regardé. « Tu devrais le dire à Agathe », a-t-elle dit. Elle sera surprise. Je le ferai, ai-je répondu. Elle a hésité, voulant manifestement dire autre chose, puis elle s'est ravisée. Dès qu'elle est sortie, elle a ressorti son téléphone et a commencé à taper furieusement avant même d'atteindre sa voiture. Ivre de ses propres histoires, elle s'éloignait. J'ai fermé la porte derrière elle et je me suis appuyé contre elle un instant, écoutant le calme se réinstaller dans la maison. Cette nuit-là, mon téléphone a vibré 3 fois, un message de Valérie, puis un autre, puis un appel manqué. Je n'ai pas répondu. La vérité était que Valérie n'était pas la raison pour laquelle je l'avais invitée. Elle n'était que l'avant-goût. Le véritable tournant s'était produit des mois plus tôt, par un mardi soir ordinaire qui ne semblait pas important à l'époque. J'étais assis à mon bureau au travail à Lyon, fixant un tableur qui refusait de s'équilibrer. Il était tard, la plupart des lumières du bureau étaient éteintes et l'équipe de nettoyage se déplaçait silencieusement dans le couloir. Mon téléphone a vibré sur le coin du bureau, Marc Renaud. Nous étions amis depuis avant mon mariage, avant Agathe, avant que tout ne devienne compliqué. Il travaillait maintenant dans une banque mutualiste régionale, le genre d'endroit qui se souvient des gens et pas seulement des comptes. Nous ne nous parlions pas souvent, pour les anniversaires ou les messages de vœux occasionnels, mais quand Marc appelait, ce n'était jamais pour discuter de banalités. « Et » a-t-il dit quand j'ai répondu. Sa voix semblait tendue. « Tu as une minute ?»« Oui » ai-je dit. « Qu'est-ce qui se passe ?» Une pause. « Étienne, j'ai eu l'intention de t'appeler pendant longtemps. Je ne savais juste pas comment faire. » Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil. « D'accord. Il y a quelque chose que tu dois savoir sur le divorce, » a-t-il dit. À propos des comptes. Le mot compte a résonné plus lourdement qu'il n'aurait dû. Qu'en est-il? Une autre pause. Je pouvais l'entendre expirer. J'ai vu certaines choses à l'époque. À ce moment-là, je pensais que tu étais au courant, ou que ce n'était pas mon rôle de m'en mêler. Mon estomac s'est serré. Marc? Quand toi et Valérie vous vous êtes séparés, a-t-il continué prudemment, il y a eu des mouvements, des transferts, des décisions qui ne correspondaient pas à ce que tu as signé. Je n'ai pas parlé, je ne faisais pas encore confiance à ma voix. Il y avait un compte de retraite, a-t-il précisé. Pas énorme à l'époque, mais significatif. Tu étais inscrit comme co-contributeur. Je m'en souvenais vaguement, les formalités administratives, les réunions, Valérie insistant sur le fait qu'elle s'occuperait du côté financier parce qu'elle était meilleure avec les détails. Je m'en souviens, ai-je dit. Marc a hésité. Étienne, le compte a été liquidé plus tôt qu'il n'aurait dû l'être, et les changements de bénéficiaires. Cela ne correspondait pas à l'accord final. Je suis resté immobile. Qu'est-ce que tu es en train de dire, ai-je demandé.
Jeudi, a répondu Marc calmement, que de l'argent que tu croyais protégé ne l'était pas. Et le moment choisi. Cela a coïncidé avec l'apport en euros pour la maison de Valérie. La pièce a semblé vaciller. Combien, ai-je demandé. Marc a cité un chiffre. Ce n'était pas suffisant pour me ruiner, c'était la partie la plus cruelle. C'était suffisant pour faire pencher la balance, assez pour rendre les années qui ont suivi plus difficiles qu'elles n'auraient dû l'être. Assez pour financer un récit. Je ne voulais pas y croire au début, a dit Marc, mais j'ai consulté les dossiers à nouveau le mois dernier. Tout concorde, les dates, les montants, les autorisations. As-tu des copies, ai-je demandé. Oui, a-t-il dit. Des relevés, des historiques de transactions, des confirmations par courriel. J'ai fermé les yeux. Pourquoi me le dire maintenant, ai-je demandé. Parce que, a dit Marc, j'ai entendu Valérie dire à quelqu'un que tu n'aurais jamais réussi sans elle, et j'ai réalisé que tu n'en avais jamais eu l'occasion en réalité. Après avoir raccroché, je suis resté dans mon fauteuil longtemps après que le bureau se soit vidé. Je ne ressentais pas de colère, je ressentais de la clarté. Soudain, tant de choses prenaient sens, pourquoi Valérie avait été si confiante, pourquoi elle avait insisté pour gérer les papiers, pourquoi elle n'avait jamais semblé inquiète pour l'argent par la suite. J'ai conduit jusque chez moi cette nuit-là en silence, les mains fermes sur le volant. Quand je suis entré, je n'ai pas allumé la télévision. Je ne me suis pas servi un verre. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai créé un nouveau dossier. Je l'ai simplement intitulé « Dossier ». Au cours des semaines suivantes, Marc m'a envoyé tout ce qu'il avait, des PDF de relevés, des captures d'écran de courriels archivés. Chaque document racontait la même histoire sous un angle légèrement différent. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas de la confusion. C'était intentionnel. J'ai pensé à affronter Valérie, à l'appeler, à exiger des réponses. Mais je la connaissais trop bien. Elle pleurerait, elle ferait diversion, elle dirait que c'était pour Agathe. Elle accuserait Marc de mentir. Et dès le matin, elle aurait appelé tous nos amis pour expliquer à quel point elle était inquiète de me voir perdre les pédales. Non, je n'allais pas lui donner cela. Au lieu de cela, j'ai décidé de construire quelque chose qu'elle ne pourrait pas contourner par la parole. J'ai redoublé d'efforts au travail, j'ai pris en charge des projets que les autres évitaient, j'ai accepté de participer aux réunions tardives et de gérer les clients difficiles. J'ai vécu plus sobrement qu'avant, non pas parce que j'y étais obligé, mais parce que je voulais avoir le contrôle. Chaque mois, je regardais les chiffres évoluer dans la bonne direction. Chaque mois, je me rappelais que le silence n'était pas une reddition, c'était une préparation. Au moment où j'ai invité Valérie à prendre le thé, je n'essayais pas de l'impressionner. J'étais en train de positionner la vérité. Parce que quand le moment viendrait, et je savais qu'il viendrait, l'histoire ne serait pas à moi de la raconter. Le papier le ferait pour moi. La partie la plus difficile dans le fait de construire quelque chose discrètement est de résister à l'envie de s'expliquer en cours de route. Après mon appel avec Marc, je n'ai pas soudainement changé ma routine. Il n'est pas affronté Valérie. Je n'ai pas laissé entendre à Agathe que quelque chose n'allait pas. Extérieurement, ma vie semblait exactement la même qu'auparavant, prévisible, modeste, banale. À l'intérieur, tout avait changé. J'ai commencé à arriver au travail plus tôt, non pas parce que quelqu'un me le demandait, mais parce que j'avais besoin des heures où le bâtiment était calme et où mes pensées étaient affûtées. Je travaillais dans les opérations pour une entreprise de logistique de Lyon. Rien de tape à accent grave-l'œil, rien qui impressionne les gens lors des dîners, mais c'était un travail complexe, des systèmes interdépendants, des marges serrées, le genre d'endroit où les erreurs coûtent réellement de l'argent et où le calme dans la prise de décision est essentiel. Pendant longtemps, j'étais resté confortablement au second plan, fiable, constant, l'homme à qui l'on fait confiance pour faire tourner les choses mais que l'on ne met pas en avant. Cela a changé le soir où Laurence Pascal m'a appelé dans son bureau. Laurence avait 58 ans, l'œil vif et une allergie au non-sens. Elle était dans l'entreprise depuis plus longtemps que n'importe qui d'autre à la direction et avait la réputation de voir clair dans le jeu des gens. Elle ne gaspillait pas ses mots. « J'ai observé comment tu gères la pression », a-t-elle dit, faisant glisser un dossier sur son bureau. « Tu ne paniques pas. Tu ne frimes pas. Tu répares les choses. » J'ai ouvert le dossier. C'était une proposition de projet, un projet qui avait déjà épuisé 2 gestionnaires. « C'est un gâchis », a-t-elle poursuivi. « Délai serré, haute visibilité.
Si tu le prends en charge, tu te feras des ennemis. Si tu réussis, tu feras une carrière. Je n'ai pas hésité. Je le prends. À partir de ce moment-là, mes journées se sont confondues. Des quarts de travail de 12 heures, parfois 14. Je prenais mes repas à mon bureau. J'ai appris à m'isoler complètement des distractions, y compris de ce faible bourdonnement de ressentiment que je portais depuis des années sans le nommer. Valérie continuait à raconter sa version de ma vie. Je le savais parce que les gens me la répétaient sans s'en rendre compte. Une connaissance commune a dit un jour, « C'est bien que tu restes positif compte tenu de tout. » Un cousin éloigné a demandé, « Est-ce que tu t'en sors financièrement ?» Agathe a mentionné doucement, « Maman dit que tu n'aimes pas parler de ton travail parce que cela te stresse. » Je souriais. Je rassurais. Je changeais de sujet, non pas parce que je me cachais, mais parce que j'en avais fini avec la représentation. Au cours de l'année suivante, les choses ont avancé régulièrement. Le projet a été livré à temps. Le client a renouvelé son contrat. Les chiffres se sont améliorés. Laurence m'a envoyé un courriel de 2 lignes un vendredi après-midi, « Beau travail. Viens me voir lundi. » Lundi, elle m'a proposé une promotion, augmentation de salaire, nouveau titre, plus de responsabilités. Je l'ai remercié et je suis retourné à mon bureau. Je n'ai rien publié à ce sujet. Je n'en ai pas parlé à ma famille. J'ai mis à jour mon tableur. C'est devenu mon rituel. Chaque petite victoire allait dans le tableur, non pas comme une vantardise, mais comme une preuve. Les chiffres ne se souciaient pas des récits. Ils bougeaient, que les gens y croient ou non. J'ai automatisé mon épargne, augmenté mes contributions d'investissement et remboursé le peu de dettes qu'il me restait. Je vivais avec moins que ce que je gagnais, même quand je n'y étais plus obligé. Certaines nuits, seul dans mon appartement, je me demandais ce qui aurait changé si ce compte de retraite n'avait pas été touché, si j'avais eu ces années devant moi, ce coussin, cette longueur d'avance. Puis je me rappelais, cela n'avait rien à voir avec ce que j'avais perdu, cela avait tout à voir avec ce que j'étais en train de construire malgré tout. Au moment où ma deuxième promotion est arrivée, celle-ci vers la haute direction, mon salaire était entré dans un territoire que Valérie n'avait jamais imaginé que j'atteindrais. L'ironie ne m'échappait pas, elle avait passé des années à expliquer mes limites pendant que je les dépassais silencieusement. Noël est arrivé et est reparti. Valérie a reçu comme d'habitude. J'y suis allé pour Agathe. Elle a fait visiter sa cuisine rénovée aux invités, soulignant les améliorations et les finitions comme un guide de musée. À un moment donné, elle a fait un geste vers moi à l'autre bout de la pièce et a dit, « Étienne a toujours été très facile à contenter. » Les gens ont souri poliment. J'ai bu une gorgée de mon eau et je n'ai rien dit. Plus tard cette nuit-là, en rentrant chez moi, j'ai réalisé quelque chose d'important, je n'étais plus en colère. J'en avais terminé. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à chercher des maisons, pas en ligne au début, mais en personne. Le samedi matin, café dans le porte-gobelet, téléphone en mode silencieux. J'ai parcouru les quartiers sans urgence, sans attente. Je ne cherchais pas une certaine surface, je cherchais un sentiment. Je l'ai trouvé dans une rue calme bordée d'arbres près de Villeurbanne, le genre d'endroit qui ne cherche pas à impressionner. La maison n'était pas neuve. Elle avait du caractère, des bases solides et une lumière qui remplissait les pièces sans effort. Debout dans le salon vide pendant la visite, j'ai senti quelque chose s'apaiser dans ma poitrine. Ceci. J'ai vérifié les chiffres 2 fois, puis encore. J'ai appelé mon conseiller financier, examiné les imprévus, réfléchi aux risques, non pas avec peur, mais honnêtement. Puis j'ai fait une offre. Lorsqu'elle a été acceptée, je n'ai pas fêté cela. Je n'ai appelé personne. Je suis rentré chez moi, j'ai ouvert mon tableur et j'ai écrit une ligne, « Prêt ?» Parce qu'acheter la maison n'était pas la victoire. La victoire était de savoir que j'avais atteint un endroit d'où Valérie ne pourrait plus jamais m'écarter par ses paroles. Et quand le moment viendrait de la lui montrer, je voulais que ce soit calme et incontestable. J'ai signé mon nom 47 fois dans une petite salle de conférence qui sentait légèrement le café et l'encre de l'imprimante. L'agent immobilier a fait glisser chaque document sur la table avec une efficacité professionnelle, tapotant les coins pour les aligner parfaitement avant de désigner la ligne de signature suivante, l'acte, la déclaration, l'avenant. Signé ici, initialisé là. Ma main n'a pas eu de crampe. Elle n'a pas tremblé. J'ai signé lentement, délibérément,
comme si je marquais le temps plutôt que le papier. Quand ce fut terminé, elle m'a remis un dossier, mince et banal, et une clé unique sur un anneau en métal simple. C'est tout, a-t-elle dit avec un sourire professionnel. Félicitations, monsieur Collin. Je l'ai remercié, je me suis levé et je suis sorti seul sur le parking. La clé était chaude à cause de sa main. Je l'ai tenue dans ma paume un moment avant de déverrouiller la voiture, sentant son poids d'une manière qui n'avait rien à voir avec le métal. Je n'ai pas appelé Valérie. Je n'ai pas appelé Agathe. Je n'ai même pas appelé Marc. Certaines choses méritent d'exister silencieusement avant que le monde ne donne son avis. Je suis allé directement à la maison. L'endroit était vide quand j'ai déverrouillé la porte d'entrée pour la première fois. Aucun écho de voix, aucun bruit de pas si ce n'est le mien. La lumière était différente à l'intérieur de ce qu'elle avait été lors de la visite, plus chaude maintenant, glissant sur les planches du sol en long rectangle alors que l'après-midi penchait vers le soir. Je suis resté là pendant un moment, respirant simplement. Il ne s'agissait pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il ne s'agissait pas de prendre ma revanche. Il ne s'agissait même pas de la maison, pas vraiment. Il s'agissait de choisir quelque chose sans demander la permission. J'ai emménagé lentement, non pas parce que je ne pouvais pas me payer de l'aide, mais parce que je voulais ressentir chaque centimètre de la transition. J'ai chargé ma voiture moi-même, des vêtements, des livres, la poêle en fonte que j'avais depuis ma vingtaine, une boîte de vieilles photographies dont je n'avais jamais vraiment su quoi faire. Pas de camion de déménagement, pas de public. La première nuit, j'ai dormi sur un matelas sur le sol et je me suis réveillé avant le lever du soleil. J'ai fait du café dans une cuisine nue et je l'ai bu debout près de la fenêtre, regardant le quartier s'animer, des gens promenant leurs chiens, un coureur, un camion de livraison descendant doucement la rue. Normal. Cela comptait plus pour moi que n'importe quel moment spectaculaire ne l'aurait jamais fait. J'ai acheté les meubles une pièce à la fois, une table de salle à manger solide trouvée dans une vente de succession, un canapé assez profond pour s'y perdre. Rien de tendance, rien de fragile, des choses construites pour durer. Au fur et à mesure que la maison se remplissait, mon sentiment de certitude grandissait aussi. Valérie, pendant ce temps, comblait le silence à sa manière. Elle envoyait des SMS, elle appelait. Elle laissait des messages qui oscillaient entre la curiosité et l'inquiétude. Agathe dit que tu as déménagé. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Es-tu sûr que c'est une bonne idée? Je répondais poliment, brièvement. Je ne donnais pas de détails. Quand Agathe m'a posé la question directement, je lui ai dit la vérité, mais pas tout à fait. J'ai acheté une maison, ai-je dit. Je vais bien. Il y a eu un silence au bout du fil. Maman a dit que. Je sais ce que ta mère a dit, ai-je répondu doucement. Tu n'as pas à choisir ton camp. Sache juste que je vais bien. Elle a semblé soulagée. C'était suffisant pour le moment. La seule personne que j'ai invitée au cours de ces premières semaines a été Marc Renaud. Il est arrivé un dimanche après-midi, apportant une enveloppe blanche ordinaire et une bouteille de vin rouge. Il s'est tenu dans l'entrée, a jeté un regard lent autour de lui, puis a hoché la tête une fois. « Tu as bien fait les choses », a-t-il dit. J'ai versé un verre à chacun et nous nous sommes assis à la table de la cuisine, l'enveloppe posée entre nous comme un accord tacite. « Tu es prêt ?» a-t-il demandé. « Pas encore », ai-je répondu. Il n'a pas insisté. C'est pour cela que je lui faisais confiance. L'enveloppe est restée dans le tiroir de mon bureau, sous un dossier intitulé Dossier et à côté de l'acte de propriété, 3 documents qui racontaient des versions différentes de la même histoire. J'attendais non pas le courage, mais le bon moment. Le moment est venu plus tôt que je ne l'espérais. Valérie a appelé un soir, sa voix exceptionnellement prudente. Agathe a mentionné que tu avais acheté une maison, a-t-elle dit. Tu sais que je voudrais la voir pour elle. J'ai presque souri. Viens samedi, ai-je dit. À 14 heures. Elle n'a pas hésité. D'accord. J'ai passé la matinée à nettoyer, bien que la maison ne soit pas sale. J'ai essuyé des comptoirs qui n'avaient pas servi et j'ai redressé des chaises qui étaient déjà alignées. J'avais besoin d'occuper mes mains pendant que mon esprit restait immobile. À 13h30, j'ai dressé la table, 2 tasses, une théière et une assiette de biscuits simples que j'avais achetées à la boulangerie du quartier. Pas de mise en scène, pas de théâtralisation, juste la vérité organisée avec soin. Quand j'ai entendu le gravier crisser à 14h03,
je ne me suis pas précipité vers la porte. J'ai attendu que Valérie sonne. En me tenant là, j'ai réalisé autre chose, je n'étais pas nerveux parce que je ne demandais rien. Je ne lui demandais pas de comprendre, de s'excuser ou même d'admettre ce qu'elle avait fait. Je lui donnais une vision qu'elle ne pourrait pas nier par des paroles. Lorsqu'elle a franchi le portail et s'est figée, je n'ai ressenti aucune satisfaction, aucun frisson, juste une confirmation. Car la maison n'était pas la révélation, elle était le contexte. La véritable histoire, celle qu'elle avait essayé d'enterrer sous des années de narration soignée, attendait tranquillement dans un tiroir, scellé par de l'encre, des dates et des chiffres. Et quand le moment viendrait d'ouvrir cette enveloppe, je voulais que cela se passe ici, à cette table, avec le thé qui refroidirait entre nous. Valérie n'est pas entrée complètement au début. Elle est restée juste au-delà du seuil, une main agrippant toujours la lanière de son sac, les yeux parcourant rapidement l'entrée, comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un surgisse pour expliquer tout cela. Lorsqu'elle a enfin pénétré dans la maison, c'était avec la posture rigide de quelqu'un entrant dans un territoire inconnu dont il se méfie. « C'est plus grand que ce que je pensais », a-t-elle dit. « C'est confortable », ai-je répondu. Elle est passée devant moi sans répondre, ses talons claquant sèchement sur le plancher. Elle s'est arrêtée dans le salon, a tourné lentement sur elle-même, puis a marché vers la fenêtre et a regardé le jardin. Pendant un instant, elle a oublié de jouer son rôle. « Je ne savais pas que tu pouvais te permettre cela », a-t-elle dit, sans méchanceté cette fois, simplement honnêtement. « Je le peux », ai-je dit. Elle se tourna vers moi. « Depuis quand ?» J'ai rencontré son regard. « Depuis que j'ai arrêté de m'expliquer. » Cela a porté ses fruits. Je pouvais le dire parce qu'elle a cligné des yeux et a détourné le regard, montrant la plus petite faille dans son assurance. J'ai désigné la table de la cuisine. « Du thé ?» Elle a hésité, puis a hoché la tête. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre, la table entre nous comme une zone neutre sur laquelle aucun de nous n'avait formellement donné son accord, mais que nous comprenions tous les deux. Valérie a levé sa tasse, a pris une gorgée, puis l'a reposée. Ses doigts s'attardaient sur l'anse, tapotant une fois, deux fois. « Tu aurais dû me le dire », a-t-elle dit finalement. « Pourquoi ?» ai-je demandé. Elle a froncé les sourcils. « Parce qu'Agathe aurait voulu savoir. Parce que c'est significatif. » Cela l'est, ai-je convenu. Pour moi. Elle s'est penchée en arrière sur sa chaise, les bras croisés lâchement sur sa poitrine. Je ne m'attendais simplement pas à ce que tu atterrisses dans un endroit comme celui-ci. C'était encore cela, pas de la surprise face à ma réussite, mais de la surprise face à ma capacité. Je ne l'ai pas corrigé. Au lieu de cela, j'ai dit, te souviens-tu du compte de retraite que nous avions ouvert ensemble ? Ses yeux ont cherché les miens, puis se sont détournés. Lequel, a-t-elle demandé trop rapidement. Celui auquel nous contribuions tous les deux, ai-je précisé. Avant le divorce. Elle a fait un geste de la main méprisant. C'était il y a des années, Étienne. Tout a été réglé lors de la liquidation des biens. J'ai hoché la tête. C'est ce que je pensais. Elle me surveillait maintenant de près, en alerte. Pourquoi évoques-tu cela ? Parce que, ai-je dit calmement, j'ai réalisé que quelque chose ne collait pas. Valérie a ri doucement. Tu analyses trop les choses. Tu l'as toujours fait. Je me suis levé et j'ai marché vers mon bureau. J'ai ouvert le tiroir supérieur et j'ai sorti l'enveloppe blanche que Marc Renaud m'avait apportée des semaines plus tôt. Je ne l'ai pas encore ouverte, je l'ai simplement posée sur la table entre nous. Son rire s'est arrêté. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé. « Des dossiers » ai-je dit. Elle a fixé l'enveloppe comme si elle pouvait bouger d'elle-même. « Étienne, si c'est à propos de l'argent. » « C'est à propos de la vérité » ai-je interrompu doucement. Elle s'est redressée sur sa chaise. « Tu vas vraiment faire cela ?» Je n'ai pas répondu. J'ai fait glisser l'enveloppe vers elle et je me suis rassis. Valérie ne l'a pas touchée. Au lieu de cela, elle a cherché son téléphone. J'ai regardé ses doigts trembler, pas de manière spectaculaire, mais suffisamment pour qu'elle doive s'y reprendre à 2 fois pour déverrouiller l'écran. Elle s'est légèrement détournée de moi et a composé un numéro. « Raymond » a-t-elle dit lorsque l'appel a abouti. Sa voix était tendue maintenant. « J'ai besoin que tu viennes ici immédiatement. » Elle s'est levée et a fait les 100 pas pendant qu'elle parlait,
jetant des coups d'œil à l'enveloppe comme s'il s'agissait d'un engin explosif. Oui, je suis sérieuse. Tu dois voir cet endroit. Et amène Agathe si tu le peux. J'ai haussé un sourcil mais n'ai rien dit. Elle a raccroché et s'est tournée vers moi, la mâchoire serrée. Tu es ridicule. Alors cela sera rapide, ai-je dit. Nous avons attendu. La maison semblait différente avec cette anticipation dans l'air, comme le calme avant une tempête qui ne finit jamais tout à fait par éclater. Valérie faisait les 100 pas. Je suis resté assis. Quand la sonnette a retenti, elle a sursauté. Raymond est arrivé le premier, le frère aîné de Valérie. Il est entré, a regardé autour de lui, puis a laissé échapper un sifflement admiratif. Eh bien, a-t-il dit, je ne m'attendais pas à cela. Agathe est arrivée quelques minutes plus tard, essoufflée et confuse. Elle m'a regardé, puis a regardé sa mère, puis l'enveloppe sur la table. Qu'est-ce qui se passe, a-t-elle demandé. Je me suis levé. Prenez place. Valérie a protesté, c'est inutile, mais Agathe s'est tout de même assise. J'ai ouvert l'enveloppe. J'ai étalé les papiers un par un en les lissant bien, des relevés bancaires, des historiques de transactions, des dates entourées au stylo. Ce compte, ai-je dit d'un ton neutre, a été liquidé 3 mois avant que le divorce ne soit finalisé. Valérie a secoué la tête. Ce n'est pas. J'ai continué, les fonds ont été transférés sur un compte courant à ton seul nom. Raymond s'est penché en avant pour lire, son visage a changé d'expression. Une semaine plus tard, ai-je poursuivi, un apport en euros a été versé pour ta maison. La pièce était silencieuse. Les yeux d'Agathe passaient des documents à sa mère. Maman ? Valérie a ri une fois, un rire sec et cassant. C'est hors contexte. Ah bon ? A demandé Raymond calmement. Elle s'est tournée vers lui. Tu ne comprends pas. Je comprends les dates et les chiffres, a-t-il répondu. Valérie m'a regardé à nouveau, les yeux étincelants. Tu as gardé cela pour toi pendant des années. Oui, ai-je dit. Je l'ai fait. Agathe a repris la parole, plus doucement maintenant. Tu m'as dit que tu avais utilisé tes économies. La bouche de Valérie s'est ouverte et fermée. Je n'ai pas dit cela, a-t-elle insisté. Si, tu l'as dit, a répliqué Agathe. Tu l'as toujours dit. Le silence s'est prolongé. Je ne demande pas le remboursement de l'argent, ai-je fini par dire. Je n'en ai pas besoin. Valérie a ricané. Alors de quoi s'agit-il? J'ai rencontré son regard. Il s'agit du fait que tu ne dises plus aux gens que j'ai échoué alors que tu as bâti ton succès sur quelque chose qui ne t'appartenait pas seul. J'ai construit ceci, ai-je dit en désignant la maison, sans mensonge, sans réécrire l'histoire de quelqu'un d'autre. J'ai rassemblé les papiers et je les ai glissés de nouveau dans l'enveloppe. Tu n'as plus le droit de raconter ma vie, ai-je dit calmement. Si tu entres dans cette maison, tu y entres en tant qu'invité, pas en tant qu'éditrice. Valérie n'a rien dit. Agathe a pris ma main. Et à ce moment-là, quelque chose s'est apaisé, non seulement dans la pièce, mais en moi. Parce que la vérité avait enfin parlé, et elle n'avait pas eu besoin que j'élève la voix. La maison a semblé plus calme après que la vérité a éclaté. Pas le genre de calme vide qui résonne, mais le genre apaisé, comme la poussière qui retombe après que quelque chose de lourd a été posé. Raymond se tenait près du comptoir, les mains dans les poches, les yeux fixés sur le sol. Agathe était assise à côté de moi à la table, ses doigts enlacés autour de sa tasse, bien que le thé soit devenu tiède depuis longtemps. Valérie restait debout, les bras le long du corps, sa posture rigide d'une manière que je ne lui avais jamais connue. Elle n'avait pas de scénario pour ce moment. Pendant des années, elle s'était déplacée dans les pièces avec assurance parce qu'elle croyait posséder l'histoire. Elle décidait quels détails importaient, lesquels n'importaient pas et qui était autorisé à parler. Maintenant, le papier avait fait ce que les mots n'auraient jamais pu faire, il lui avait retiré le récit des mains. Raymond s'est raclé la gorge. Valérie, a-t-il dit, d'un ton prudent mais ferme, tu aurais dû le lui dire. Elle ne l'a pas regardé, elle m'a regardé moi. Tu as attendu, a-t-elle dit, sans m'accuser, presque déconcertée. Tu as attendu tout ce temps. Oui, ai-je répondu. Pourquoi, a-t-elle demandé. Pourquoi n'as-tu pas dit quelque chose plus tôt? J'ai réfléchi un instant. Non pas parce que je ne connaissais pas la réponse,
mais parce que je voulais l'exprimer clairement. Parce que j'avais besoin que la vérité se suffise à elle-même, ai-je dit. Et parce que j'avais besoin de savoir qui j'étais sans elle. Les épaules de Valérie se sont légèrement affaissées. J'ai fait ce que je pensais être le mieux. Pour qui? A demandé Agathe doucement. Valérie s'est tournée vers elle, surprise. Pour nous. Pour toi. Agathe a secoué la tête. Tu as dit à tout le monde que papa ne pouvait pas s'en sortir seul. Valérie a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Raymond a expiré lentement. Je pense que nous devrions y aller, a-t-il dit, regardant l'un et l'autre. Cela n'arrange rien. Valérie a hésité, puis a hoché la tête. Elle a ramassé son sac à main avec des mains tremblantes, ses mouvements étant soudainement hésitants. À la porte, elle s'est arrêtée. Je n'ai jamais pensé que tu le découvrirais, a-t-elle dit. C'est la partie qui a fait mal, ai-je répondu avec douceur. Pas l'argent, mais la certitude. Elle a hoché la tête une fois, avec raideur, et est partie sans un mot de plus. Raymond a suivi, m'adressant un bref regard, à la fois d'excuse et de respect, avant de fermer la porte derrière lui. Agathe et moi sommes restés là où nous étions pendant un long moment. Je ne savais pas, a-t-elle fini par dire. Pour tout cela. Je sais, ai-je répondu. Elle a fixé le dessus de la table, puis a levé les yeux vers moi. Je suis fier de toi. Les mots m'ont pris au dépourvu, non pas parce que je ne les avais pas mérités, mais parce que je n'avais pas réalisé à quel point j'avais manqué de les entendre. Après son départ, je suis resté seul dans la cuisine et j'ai commencé à ranger les choses, les tasses dans l'évier, les papiers dans l'enveloppe dans le tiroir à côté de l'acte de propriété. Je ne ressentais pas de triomphe, je me sentais libéré. Les conséquences sont arrivées rapidement, mais discrètement. Les membres de la famille ont arrêté de répéter la version des faits de Valérie. Les questions ont remplacé les suppositions. Certaines personnes se sont excusées, d'autres sont restées silencieuses. Valérie n'a pas appelé pendant des semaines. Quand elle l'a finalement fait, sa voix était plus fluette. Personne ne me répond, a-t-elle dit. Je ne leur ai pas demandé de ne pas le faire, ai-je répondu. Je ne sais pas comment réparer cela, a-t-elle admis. C'est honnête, ai-je dit. C'est un début. Nous n'avons pas tout résolu lors de cet appel. Nous n'en avions pas besoin. Les limites ne sont pas des murs, ce sont des portes avec de meilleures serrures. Avec le temps, Agathe est venue plus souvent. Nous cuisinions ensemble, parlions de ses cours et rions de choses qui n'avaient rien à voir avec le passé. Je ne disais pas de mal de sa mère. Je n'en avais pas besoin. Mon père, qui avait toujours évité les conflits, est arrivé un après-midi avec une boîte à outils. Il a resserré une rampe desserrée sur la terrasse et est resté pour le café. Il n'a pas dit grand-chose. Il n'en avait pas besoin. La vie s'est stabilisée dans quelque chose de nouveau, pas parfait, pas spectaculaire, simplement honnête. Des mois plus tard, debout dans mon salon alors que la lumière du soleil se répandait sur le sol, je repensais à ce moment lors de la fête de remise des diplômes, les rires, l'étiquette, le silence qui avait suivi. J'avais l'habitude de penser que le silence signifiait perdre. Maintenant, je sais que c'est le contraire. Le silence peut être une stratégie. La vérité n'a pas besoin de volume. Et tu ne dois de confrontation à personne, mais tu te dois la vérité à toi-même. Si cette histoire a trouvé un écho en vous, j'aimerais beaucoup connaître vos pensées. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous nous regardez. Et si vous voulez continuer à suivre des histoires sur la force tranquille, les victoires méritées et le courage de fixer des limites, envisagez de vous abonner. Nous avons beaucoup d'autres histoires comme celle-ci à partager, et j'espère que vous ferez partie de ce voyage avec nous. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout.